Cher môme, mesdames et messieurs, avouez que c'est un peu paradoxal pour un ancien commissaire de police d'être nommé parrain. Je viens seulement de réaliser la contradiction qu'il y a. Mais en même temps, cela nous plonge dans le sujet. Pour ceux qui ont lu les romans de Puzo ou surtout vu les films, eh bien, Don Vito Corleone, parrain, était d'une certaine manière un exilé, hein? Puisqu'il a dû fuir sa Sicile natale. Alors, comme on l'a dit, moi je suis davantage historien que romancier, bien qu'étant un lecteur de romans, bien évidemment. Donc mon approche sera historique, vous m'excusez, hein, on ne se refait pas. Je voudrais contextualiser d'abord la problématique, je n'ai pas pour longtemps, je vous rassure, et vous rappeler donc que la Terre compte actuellement environ 65 millions de personnes déplacées dans le sens large du terme, volontairement ou pas, soit l'équivalent à peu près de la population française. Le sujet est devenu incontournable et l'actualité ici, dans notre région, puisque je l'ai adopté, et le rappelle constamment, puisque, comme vous le savez, il y a des milliers de réfugiés qui errent le long des côtes du Pas-de-Calais et du Nord à la recherche d'un passage de plus en plus improbable vers l'Angleterre. Mais nous sommes ici aujourd'hui donc pour un prix littéraire, cher môme, et pas pour un meeting politique ou une conférence à caractère sociologique et démographique. Mon parcours personnel, professionnel, ainsi que mes écrits sur l'exil de Fouché, comme on vient de le rappeler, et notre sur les réfugiés italiens antifascistes, m'ont désigné pour vous entretenir brièvement sur le sujet, ce qui n'est uniquement donc sous l'angle historique, ce qui n'est pas sous l'angle littéraire, ce qui n'est pas à mon sens une manière de le réduire, puisque, comme l'écrivait Fernando Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Je voudrais donc attirer votre attention sur les liens étroits qui existent entre l'exil et la littérature. En parlant de liens, je réalise combien le mot n'est pas suffisamment fort. Je devrais parler plutôt que de liens. Je devrais trouver un terme beaucoup plus fort. D'une certaine manière, l'exil, le déplacement, l'éloignement, le déracinement sont, je pense, à l'origine même de la littérature. Les textes fondateurs du judaïsme et du christianisme, la Bible, débute avec l'exil d'Adam et d'Ève, chassés du paradis terrestre, et c'est seulement en quittant l'Éden qu'Adam et Ève pourront connaître la différence entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'ils ont été punis. C'est-à-dire atteindre à la dignité d'être des personnes potentiellement libres. L'Odyssée est le texte fondateur de la civilisation grecque et l'Énéide, le texte fondateur de la civilisation romaine. Dans les deux cas, Odyssée et Énéide, il s'agit d'errances sans fin provoquées par des guerres. Nous sommes toujours donc dans la problématique de l'exil. On considère souvent que le socle de la littérature française est constitué par l'œuvre de Chrétien de Troyes, axé autour de la quête du Graal, dans des terres lointaines et improbables. Et celui de la culture italienne, la Divina Commedia de Dante, l'histoire d'une errance dans l'outre-tombe, écrite par un exilé, réellement exilé, il Ghibellin Fuggiasco, le gibelin en fuite, comme l'a défini Ugo Foscolo, un poète italien du XIXe siècle, lui aussi, comme Dante d'ailleurs,
achevant sa vie loin de sa patrie, doublement en exil, puisque la République de Venise, où il était né, n'existait plus, et l'Italie, en tant qu'État, n'existait pas encore. Je reviens à Dante. 2 lignes dans la langue toscane de l'époque, je vais vous le traduire. Tu proverai come di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. En français, tu sauras comment le pain d'autrui a le goût du sel et comment c'est un dur chemin que de descendre et de monter l'escalier d'autrui. Donc, mot qu'il attribue dans la Divina Commedia au paradis à son ancêtre Cacciaguida qui préconise son futur exil. En réalité, il était déjà italien, évidemment. Au 19e et 20e siècle, le phénomène de l'exil des écrivains semble s'accentuer. J'ai entendu à l'époque quelqu'un qui a travaillé sur Victor Hugo dans les îles anglo-normandes. Il est bien sûr incontournable, lui et son exil. Qu'est-ce qu'il écrivait là-dessus? Vie pauvre, exil, mais liberté. Mal logé, mal couché, mal nourri, qu'importe que le corps soit à l'étroit, pourvu que l'esprit soit au large. Victor Hugo. Sa période d'exil dans les îles anglo-normandes sera, comme par hasard, la plus prolifique de sa vie, et c'est là notamment qu'il a achevé et qu'il fait publier Les Misérables. Je pourrais multiplier les exemples. Permettez-moi d'en citer juste 2 qui me tiennent particulièrement à cœur en raison de certains liens culturels entre ma ville natale, Trieste, et la civilisation austro-hongroise. Stefan Zweig, bien évidemment, et Joseph Roth, pas la peine de le présenter, et ni l'un ni l'autre, exilés non seulement géographiquement, mais aussi culturellement, puisque leur civilisation, celle de l'Empire austro-hongrois finissant, venait de disparaître. Donc, double peine, double exil. Mais il me semble que le véritable paradigme de la littérature de l'exil reste, depuis 2500 ans, ce que je vous disais tout à l'heure, l'Odyssée, que j'ai déjà évoqué. James Joyce lui-même, en exil volontaire à Trieste, ne s'y est pas trompé, et dans son roman Ulysse, rend hommage au héros de l'Odyssée, figure romanesque, éternelle, véritable archétype du héros romanesque. Rappelez-vous donc vos souvenirs d'école, ou alors, s'ils sont trop lointains, vos souvenirs cinématographiques, Hollywood, de voir des dessins animés japonais. Je parle d'Ulysse et de l'Odyssée. Pendant 10 ans, Ulysse erre à travers la Méditerranée, allant de preuve en épreuve, mais toujours poursuivant son désir, son obsession de rejoindre sa patrie, Ithaque, et son épouse, Pénélope, n'y voyez aucune allusion, dont la guerre de Troie l'a séparé. La plus grande partie de cette errance, c'est-à-dire 7 ans sur 10, il la passe sans bouger, près de la nymphe Calypso. La belle Calypso est amoureuse d'Ulysse et lui offre même l'immortalité s'il accepte de rester auprès d'elle. En vain. Ulysse veut retrouver son île, son épouse, désormais âgée, ses chèvres, sa dignité de roi, d'un royaume minuscule. Il sait que le prix à payer sera énorme, la mort, inéluctablement, puisqu'en quittant Calypso, il retrouvera sa condition de mortel. Mais rester auprès de Calypso serait, pour lui, perdre sa dignité et sa personnalité. Bien que comblé, il deviendrait en somme personne, comme le cyclope qu'il a rencontré au cours de ce voyage. Ulysse s'en va donc, il quitte Calypso, mais il faut arriver à Ithaque, une autre preuve l'attend, il ne s'y attendait pas. Au moment où il parvient finalement à son but, sur son île, il réalise qu'il a tout perdu. Ses compagnons sont tous morts, ses armes, son butin, son bateau perdu, son passé héroïque ignoré. Même sa femme ne le reconnaît plus.
Réduit à l'état de mendiant, il vit chez un porcher. Il a vraiment touché le fond. L'exilé a touché le fond. Et pourtant, en dépit de tout, Ulysse triomphe uniquement grâce à son intelligence et à sa détermination. Il aura puisé sa force dans son attachement à son identité, considérée comme une valeur supérieure à tout, y compris à l'immortalité du corps. Identité, dignité et liberté deviennent donc dans l'Odyssée des synonymes, mais aussi les valeurs suprêmes pour tout être humain, non seulement pour Ulysse, pour l'humanité tout entière. Et nous voici donc arrivés au cœur du problème, de ce lien mythique et éternel entre l'exil et la littérature. La littérature a compris dès ses origines que les exilés sont à la recherche des valeurs fondamentales, celles sur lesquelles on bâtit les cultures et les civilisations. Tous les hommes sont attachés à ces valeurs, certes, mais souvent de manière, si je peux me permettre l'expression, paresseuse. Car la plupart des personnes vivent, fort heureusement d'ailleurs, dans le confort. En tout cas, ils le croient, jusqu'à quand la catastrophe arrive. Ils ignorent donc en quoi consiste la perte de sa dignité, de son identité, de sa culture, de sa liberté. Les exilés, eux, le savent. On ne possède véritablement que ce qu'on a perdu, a écrit Kundera. Les exilés sont, depuis l'origine des civilisations, les lanceurs d'alerte de l'humanité. Écoutons-les et surtout, lisons-les. Terminé.